Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Au Mondial de l'auto et de la mobilité, les véhicules se taillent la part du lion. Qu'ils roulent ou qu'ils volent, qu'ils soient thermiques ou électriques, faits pour la course ou bâtis pour la ville, ils monopolisent logiquement les discussions. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir s'asseoir en face du volant, il est obligatoire d'en avoir le droit. Alors oui, c'est vrai, il est rare de penser à son moniteur d'auto-école ou à la voiture de ses parents ornée du petit sigle conduite accompagnée quand on se tient en face du dernier concept car ultra sportif ou d'une Ferrari flambant neuve. Cependant, il est nécessaire de se rappeler que même ces voitures-là exigent le permis de conduire. Alors pour obtenir ce laissez-passer de la conduite, ce passeport de la liberté, il faut passer par des auto-écoles. Problème, ces dernières sont pour la plupart, souvent à tort d'ailleurs, assez mal vues. Gourmandes en temps et en argent, elles seraient les complices, voire même les responsables des vices de cet examen jugé trop dur, trop long et trop cher. Est-ce vrai ? N'existe-t-il pas des auto-écoles citoyennes responsables aux valeurs humanistes ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, aux auto-écoles nouvelle génération. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnes. Stanislas Lurens, c'est comme ça que ça se prononce ? Exactement. Et parfait. Vous êtes président et cofondateur d'autoécole.net. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. À vos côtés se tient votre associé, Olivier Boutboul, cofondateur et chargé de la pédagogie chez autoécole.net. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien aussi. Et enfin, je reçois Guy Jourdan, qui est le président de Les Enfants de l'Auto. Merci d'être là. Merci à vous. C'est une jeune association qui mobilise les professionnels et les passionnés d'automobile au profit des enfants malades et défavorisés. C'est bien cela ? Exactement. Parfait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Stanislas Lurens et Olivier Boutboul, pouvez-nous nous présenter en quelques mots autoécole.net ? Autoécole.net, c'est une auto-école nouvelle génération qui vise à permettre aux élèves de pouvoir piloter toute leur formation en ligne, tout en ayant exactement la même qualité de formation que dans une auto-école traditionnelle, avec des enseignants tous salariés, des véhicules qui sont notre propre flotte de véhicules, et tous les enseignants sont encadrés par 2 responsables pédagogiques et notre directeur pédagogique qui est à côté. C'est quoi la genèse de autoécole.net ? La genèse d'autoécole.net. Ouais. J'ai passé mon permis de conduire très tard. Et Bienvenue au club. Et je suis plutôt un professionnel de l'e-learning. Et à 30 ans, je me suis retrouvé dans une salle de code devant un DVD à regarder des séries en boucle. Je suis rentré chez moi, je me suis connecté à mon ordinateur et je me suis dit je vais aller m'inscrire sur une formation en ligne. Et là, j'ai rien trouvé. J'ai dû m'aller m'acheter un DVD à la Fnac. Quand quelques temps après, j'ai vendu la société que je dirigeais, je me suis promis que j'allais changer ça et que j'allais créer une vraie solution pour former les élèves au code de la route. Pas une solution pour qu'ils bachotent, non, une solution pour les former, pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, qu'ils retiennent et qu'en quelques heures, ils puissent avoir leur code de la route en ligne. Et j'ai rencontré Olivier, qui est vraiment un professionnel de la conduite, ancien moniteur, formateur d'enseignants de la conduite. Et quand je l'ai rencontré, je me suis aperçu qu'on pouvait faire tellement plus et qu'on pouvait vraiment repenser tout le modèle de l'auto-école pour tout digitaliser. Pas seulement l'enseignement de la théorie du code de la route, mais aussi l'enseignement de la conduite, en y mettant du digital, de la souplesse, de la flexibilité, en permettant aux élèves de conduire où ils veulent, avec un enseignant qui passe les chercher dans différents points de rendez-vous, en permettant à un élève qui suit ses études à Montpellier mais qui déménage à Lyon, de pouvoir continuer dans la même auto-école, avec la même pédagogie, en ayant vraiment tout standardisé. Et c'est au fur et à mesure de nos discussions qu'en quelques semaines, parce que ça s'est fait très vite. Assez rapidement. Ouais. Très vite, on s'est associés, parce qu'on s'est rencontrés en décembre 2013, et en mars 2014, on avait déjà déposé les statuts d'autoécole.net et on s'est lancé en septembre 2014, il y a 4 ans. Ouais, vous vous êtes dit ça doit pas attendre cette histoire, il faut se lancer. Exactement. On avait une grosse possibilité de créer des nouvelles interfaces, des nouveaux supports pédagogiques grâce à la technologie de l'e-learning pour pouvoir vraiment aider les élèves à aller plus vite. Donc on n'a pas attendu.
on a commencé très rapidement, effectivement. Je sais qu'il y a, vous reposez autoécole.net autour de 3 piliers. Quels sont-ils ? Alors, tout d'abord, c'est la pédagogie, c'est-à-dire une explication, une clarté dans la pédagogie. Une leçon de conduite, ça a des phases, ça s'organise, ça s'optimise, ça se travaille même à la maison. Chez nous, c'est possible pour gagner un maximum de temps. Et le fait qu'on puisse changer d'enseignant. Quand je dis changer d'enseignant, c'est pas seulement rester sur des enseignants parisiens. On peut se retrouver, comme le disait Stanislas tout à l'heure, tout d'un coup, on part à Lyon pour les études. On va se retrouver avec des enseignants autoécole.net à Lyon, mais avec la même pédagogie. Donc on a un suivi qui est permanent, où qu'on soit en France dans une autoécole.net. Ensuite, sur la capacité d'avoir donc cette flexibilité, le deuxième pilier important, c'est la flexibilité, pour pouvoir dire ce qui est très difficile. Je suppose que quand vous nous avez dit que vous avez passé tardivement le permis, la première question qu'on se pose, c'est okay, je prends l'auto-école en bas de la maison ou à côté du travail ? Alors moi pour le coup j'ai eu de la chance, j'ai pris celle en bas de chez moi, c'est allé ultra rapidement, ils étaient très pros, ça a été très vite. Ah bah il y en a bien entendu, oui, bien sûr. Heureusement, comme vous disiez tout à l'heure. Eh bien chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir ce choix. C'est-à-dire que quand on est à la maison, on prend à côté de la maison, quand on est au travail, on prend à côté du travail, et puis quand on est en vacances à Montpellier, on prendra à Montpellier, etc. etc. Donc ça c'est le deuxième pilier, c'est la flexibilité. Le troisième. Si on résume, ça fait beaucoup plus de simplicité, la flexibilité, et aussi beaucoup plus de choix. Parce que l'élève, il choisit tout. Il choisit de piloter sa formation en agence, parce qu'on a un réseau d'agences, ou sur son téléphone portable. Il choisit son prof, parce que choisir son enseignant à chaque cours, c'est hyper important. Parce qu'on ne s'entend pas tous avec tous les enseignants. Nous, on les a tous choisis. Ils sont tous formés, encadrés, ils sont tous professionnels, mais on n'a pas forcément les mêmes affinités. Et le fait de pouvoir choisir d'enseignants, c'est un vrai plus. Quels sont vos chiffres clés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, qui pourrait aider justement à résumer rapidement autoécole.net. Aujourd'hui, autoécole.net forme à peu près 25 000 nouveaux élèves par an, donne 300 000 cours de conduite chaque année, avec nos 120 enseignants salariés, et on arrive à faire réussir nos élèves avec 30% d'heures de conduite en moins. Et ça, je trouve ça hyper important, parce qu'on peut toujours parler de taux de réussite, pas de taux de réussite, mais ce qui compte, c'est qu'un élève, aujourd'hui en France, en moyenne, il réussit son permis en 35 heures. Nous, aujourd'hui, on est en train d'essayer de les faire réussir en moins de 26 heures. Ils réussissent quasiment tous entre 25 et 26 heures. D'accord. Et ça fait une énorme économie financière pour eux. Oui. Parce que 30% d'heures de conduite en moins, c'est 30% de dépenses en moins. Je vais me tourner vers vous. Guy Jourdan, vous êtes donc le président de l'association Les Enfants de l'Auto. Je vous demandais le même exercice qu'à vos camarades. Décrivez-nous ce que c'est les Enfants de l'Auto pour qu'on comprenne bien. Alors, Les Enfants de l'Auto, c'est une toute jeune association qui est née cette année en 2018. Moi, je dirige une agence de com et de conseil dans le monde automobile qui s'appelle Acomoto. Et depuis 10 ans, on faisait des actions pour les enfants malades et des enfants démunis. Cette année, on a sorti toutes ces actions. On a créé une association avec une trentaine de professionnels du monde automobile, des managers, des communicants, des journalistes. Et on a créé donc Les Enfants de l'Auto qui fédère le monde automobile pour les enfants malades et les enfants démunis. Les enfants démunis, c'est des enfants qui ont souvent pas de parents ou pas d'argent, auxquels on propose des actions particulières. Cette semaine, on a fait visiter le mondial de l'auto à une centaine d'enfants, avec la voix de l'enfant par exemple. Et pour les enfants malades, on a initié avec autoécole.net le permis de conduire à l'hôpital, avec l'hôpital Necker à Paris, et dans un deuxième temps avec d'autres hôpitaux en France. Le permis de conduire à l'hôpital, c'est de permettre à des enfants qui sont gravement malades, mais qui peuvent conduire, de passer le permis de conduire en passant le code depuis l'hôpital et avec des voitures d'autoécole.net qui viennent les chercher soit à l'hôpital, soit chez eux, s'ils peuvent rester chez eux. En quoi c'est important pour vous de donner à ces enfants cet accès à la mobilité, cette occasion de pouvoir passer leur permis de conduire ? La mobilité, c'est la liberté, qu'on soit malade ou pas malade. Et dans le monde automobile, si vous voulez, aucune structure aujourd'hui ne fédérait des actions pour les enfants. Les enfants, aujourd'hui, c'est demain des conducteurs, des propriétaires de voitures, des jeunes qui vont peut-être partager une voiture avec quelqu'un d'autre. Ils vont avoir accès à la mobilité, qu'ils soient malades ou qu'ils soient démunis. Oui. Donc notre projet, c'était de fédérer le monde automobile pour apporter à la fois du bonheur et des solutions
aux enfants. C'est quoi vos retours aujourd'hui, justement quelle est la réaction de ces enfants quand vous leur apprenez qu'ils vont pouvoir passer le code, qu'il va y avoir une voiture en bas de leur hôpital qui va venir les accompagner Peut-être qu'Olivier est le mieux placé pour répondre, puisqu'il était à la première réunion à Necker, et il a vu le sourire des enfants. Ah oui, oui. Alors tout d'abord, je voudrais dire qu'on est extrêmement ravis de pouvoir faire cette action avec l'hôpital Necker. Donc, merci beaucoup à Guy, merci à l'association des enfants de l'automobile. Ça a été extraordinaire. Nous avons sélectionné un certain nombre de jeunes, parce que c'est plus vraiment des enfants, on est sur 18, 20 ans, 21 ans. Le permis de conduire, pour eux, c'est exactement ce qu'a dit Guy. Je voudrais juste rajouter, c'est aussi pour une façon importante de se resociabiliser. Quand on a passé quasiment toute notre vie dans un hôpital, il est très difficile d'avoir des relations sociales, entre guillemets, normales. Donc on a besoin d'un pied à l'étrier pour retourner vers les autres, retourner dans la société, tout simplement. Et pour eux, le permis de conduire, c'est aussi ça. Ça, c'est important. Alors, je ne vous parlerai pas de tous les jeunes avec qui on va travailler, et on a déjà commencé d'ailleurs la formation. Je vous donnerai juste un exemple qui me touche particulièrement. Donc, nous avons un de nos élèves qui avait une maladie très grave, hein, il faut dire les mots tels quels, qui l'empêchait de s'appuyer sur ses deux pieds, la route plantaire. Necker a fait un travail absolument extraordinaire sur cette maladie. Je pense pouvoir dire qu'elle est orpheline. Ils ont trouvé une solution. Fin août, ce qui s'est passé, c'est que le protocole a été mis en place et cet enfant a commencé à pouvoir marcher, mais il lui fallait de la rééducation. Donc, on lui a dit, écoute, si d'ici 2-3 semaines, tu as fait des efforts, des progrès significatifs sur le déplacement en béquille, autoécole.net et Necker et les enfants de l'automobile t'offriront le permis. Je suis arrivé début septembre, il marchait en béquille. Et là, pour nous, ça a été extraordinaire. Et là, on a compris pourquoi on fait cette action. C'est exactement pour ça, pour donner une impulsion, une motivation, de l'espoir à ces enfants de l'automobile, à ces jeunes de Necker. Et on est encore une fois vraiment, vraiment ravis de pouvoir participer à cette action. Dans tout ce que vous faites, avec par exemple donc votre association avec les enfants de l'auto, avec votre action en règle générale au cœur de autoécole.net, est-ce qu'il y a une volonté de changer l'image un petit peu des auto-écoles justement via ces différentes actions? Alors je ne résumerai pas du tout votre engagement avec les enfants de l'auto à ça, parce que ce serait une insulte et ce ne serait pas juste. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste, est-ce que vous avez cette impression de redorer une image des auto-écoles qui est un petit peu écornée? Oui, nous voudrions montrer à tous, tout d'abord qu'effectivement que l'auto-école en général a une mauvaise image et que ce n'est absolument pas normal, que ce n'est pas justifié, qu'il y a des paramètres qui sont compliqués à comprendre pour les élèves par rapport au passage au nombre de places d'examen, par exemple permis de conduire, et d'autres paramètres que seuls les professionnels comprennent. Donc nous voulons aussi montrer à tous que les auto-écoles en général, le milieu de l'auto-école est capable de prendre le virage du numérique, de passer le 21e siècle, de redorer son blason en créant de nouveaux supports pédagogiques et d'accompagner de manière beaucoup plus efficace l'ensemble des élèves au permis de conduire. On peut aller plus vite, moins cher, mieux. Stanislas Llorens, vous me disiez en off, en début d'émission, que justement ces auto-écoles dont l'image est un petit peu écornée, je le disais, c'est pas vraiment leur faute en fait si c'est comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Mais en fait, il y a eu énormément d'évolutions réglementaires, législatives, qui sont extrêmement dures pour les auto-écoles, qui sont des micro-entreprises. Et pour le coup, autant d'obligations pour des entreprises si petites, ça a fini par empêcher l'innovation, brider leurs marges, et elles n'ont pas eu d'autre choix presque que d'augmenter les prix, ou en mettant peut-être moins de transparence. Là où je pense qu'on change le plus dans le monde de l'auto-école, c'est qu'on remet un maximum de transparence. Chez nous, tout est transparent. Oui. Les élèves, par exemple, ont accès en temps réel aux observations que mettent leurs enseignants. Et eux-mêmes notent leurs enseignants, les enseignants savent. On remet de la transparence, on remet de l'innovation
Mais ça, c'est parce qu'on a les moyens que n'ont pas une auto-école traditionnelle. Et pourquoi elles n'ont pas les moyens? Elles n'ont pas les moyens parce qu'elles sont trop petites. Elles sont beaucoup trop petites. Nous, l'ambition était de créer une auto-école nationale, pas une auto-école de quartier. Et cette ambition nous a permis de lever des fonds et d'obtenir des financements pour embaucher une équipe de développeurs informatiques, pour créer des logiciels, pour créer des algorithmes. Parce que quand on dit qu'on fait réussir nos élèves avec 30% d'heures de conduite en moins, il faut imaginer qu'il y a énormément d'algorithmes derrière pour optimiser l'enseignement, pour aider l'enseignant à prendre la bonne décision, à bien encadrer son élève, pour aider l'élève, pour coacher l'élève. On vient de mettre en place, là, par exemple, un coach virtuel qui encadre et séquence la formation de l'élève de A à Z. Guy Jourdan, sur la situation des auto-écoles aujourd'hui, auto-écoles classiques, on va dire ça comme ça. Écoutez, nous, on n'est pas du tout des spécialistes de l'auto-école. On s'est intéressé pour l'association à l'auto-école quand on a voulu mettre en place le permis de conduire à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de contacter les acteurs traditionnels qu'on connaissait de nom, comme vous, comme tout le monde peut-être, pour voir de quelle manière on pouvait travailler pour notre projet permis de conduire à l'hôpital. Eh bien, à l'heure où je vous parle là, aucun n'est revenu vers nous pour nous dire ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Alors que nos amis d'autoécole.net, ils ont réagi tout de suite. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire, si on pouvait le faire. Et on a avancé extrêmement facilement pour arriver à la situation qu'Olivier vient de décrire. Donc moi, je ne suis pas un expert de l'auto-école, j'ai juste vécu l'auto-école traditionnelle comme je viens de l'expliquer. Comment on peut justement faire évoluer ces auto-écoles traditionnelles qui, comme vous le disiez, sont un petit peu bloquées, n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de se développer? Alors, la loi Macron, déjà, il y a 2 ans, a remis un peu de souplesse. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle labellisation avec une nouvelle réglementation qui va permettre de distinguer des auto-écoles plus ou moins qualitatives qui rentrent en vigueur. Il y a en ce moment des parlementaires qui sont en train de réfléchir. Et il y a donc une mission parlementaire sur la réforme du permis de conduire. Et je pense que ce cadre réglementaire va évoluer. Pour d'un côté, nous donner plus de souplesse, mais d'un autre côté, assurer plus de transparence et protéger aussi les élèves. Puisque quand on les forme, non seulement il y a un enjeu de sécurité routière, puisqu'on forme des futurs conducteurs, ils ne sont pas en train d'acheter un permis. C'est vraiment de l'enseignement, c'est de la formation. Et ensuite, il y a un aspect financier où ça coûte cher. Vous ne vendez pas un diplôme, mais des formateurs, quoi. Oui. Enfin, une formation. C'est une formation, et comme ça coûte cher, il faut aussi protéger les finances de l'élève qui s'inscrit dans une auto-école. Oui, surtout que, en fait, j'ai bien aimé, je regardais votre communiqué de presse et votre site internet. Vous disiez aujourd'hui, c'est une formation valable toute la vie. Quand je vois certains jeunes qui viennent d'avoir le permis et qui se le font retirer en étant imprudents, et en même temps possèdent un téléphone dont le prix dépasse les 1 000 €, je me dis qu'ils n'ont pas la valeur des choses. Du coup, on peut dire que c'est pas si cher que ça, le permis, quand on part de ce principe-là. Le permis peut monter jusqu'à 2 000 €. Là, pour le coup, il est trop cher. Mais 1 000 € pour un permis, non, c'est pas si cher que ça. En revanche, c'est pas un permis, c'est vraiment une formation. Ouais. Il faut qu'on leur apprenne à conduire, qu'on leur apprenne à être des citoyens responsables sur la route. Bon, Olivier en parlerait mieux que moi, parce que la sécurité routière, c'est son dada. C'est parce que vous étiez formateur de formateurs, quoi. Formateur d'enseignants, oui, ouais. Tout à fait. Ça marche, ok. On va revenir sur... je voulais pas rester très longtemps sur ce prix. Comme je le disais, le permis peut coûter très cher, jusqu'à 2 000 €. 1 000 €, c'est pas très cher, selon vous, puisque vous vendez justement une formation. Moi, je voulais revenir sur l'aspect social, notamment via votre collaboration. Aujourd'hui, comment on fait pour créer une auto-école citoyenne et socialement responsable, comme vous essayez de faire aujourd'hui, avec votre partenariat avec les enfants de l'auto, mais je veux dire au quotidien, avec autoécole.net? Alors, en fin de compte, on va travailler énormément sur la sensibilisation au comportement du futur conducteur. Et ça, c'est l'e-learning qui va nous permettre. C'est-à-dire qu'à l'auto-école, en règle générale, on travaille vraiment sur le code de la route, les règles basiques. Notre enseignant en voiture va régulièrement nous donner quelques conseils de comportement, alors que chez nous, on va pouvoir avoir des formations complètes en ligne. L'élève va pouvoir les apprendre, les visionner de la maison dans un endroit calme et absorber plus facilement, comprendre et absorber plus facilement des notions qui sont importantes de comportement et de vie donc en société, puisque
La sécurité routière, c'est aussi vivre tous ensemble, donc c'est des règles de vie. Par exemple, à autoécole.net, pour nous, il nous semble important en tant qu'experts de la formation en sécurité routière de créer des modules de formation, pas seulement pour nos élèves, mais aussi pour les conducteurs actuels. Donc nous avons créé 5 modules de formation qui sont en accès d'ailleurs gratuit sur notre site, pour une explication des informations complémentaires sur les dangers de la vitesse, de l'alcool, mais aussi les médicaments, les nouveautés téléphones, etc. etc. Il y a beaucoup de gens qui y vont, parce qu'en règle générale, une fois qu'on a son permis, on se dit bon bah c'est bon, hein, je l'ai, hein, maintenant c'est fini. Alors oui, là je dois dire que malheureusement, il n'y en a pas autant qu'on aimerait. On aimerait vraiment qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette formation de sensibilisation, ce qui permet surtout toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait cette formation me disent mais on n'avait pas vu ça à l'auto-école. C'est souvent parce qu'on a oublié, et puis aussi parce que dans une auto-école traditionnelle, on n'a pas toujours le temps de tout voir. Les nouveaux outils vont nous permettre ça, pour toutes les auto-écoles d'ailleurs. Sur l'aspect social, vous, Monsieur Jourdan, en quoi vous pensez qu'aujourd'hui, ces deux mondes, celui de la formation du code, du permis de conduire, et le fait d'être actif socialement et d'une manière, on va dire, citoyenne, est importante? En quoi il y a vraiment une relation qui est primordiale entre les deux? Pour les enfants, on l'a évoqué tout à l'heure, le permis de conduire, c'est la liberté, donc c'est quand même un examen qu'il faut majeur et qu'on conseille à tous les jeunes d'avoir pour accéder à la liberté. Et pour l'emploi aussi. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que ce que n'ont pas dit encore Olivier et Stanislas, c'est que chez autoécole.net, moi je l'ai constaté en rendez-vous, les acteurs du monde automobile et de la mobilité sont aussi intéressés par la formation après avoir eu le permis de conduire, et pour des entreprises qui ont des flottes par exemple, la formation à la sécurité routière, au mode de comportement en tant que conducteur est très important. Et peut-être que Olivier et Stanislas peuvent en dire un mot, parce que c'est vraiment, je pense, un élément d'avenir pour une structure comme autoécole.net. Stanislas Llorens. Oui, quand on parlait d'auto-école citoyenne, pour nous, ça commence avec les enseignants qui sont tous salariés et qu'on doit respecter, le respect des élèves jusqu'à ce qu'ils aient le permis, et effectivement toutes ces formations ensuite post-permis pour qu'ils continuent à rester citoyens. Et c'est vrai que ça intéresse aujourd'hui des sociétés qu'on vienne former leur flotte à l'éco-conduite et à la sécurité routière, parce qu'on a formé depuis l'origine 45 000 élèves, et donc on a récupéré énormément de statistiques sur leur apprentissage en ligne, énormément de data qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser l'enseignement en ligne de l'éco-conduite et de la sécurité routière. Avec des outils extrêmement simples, sur un téléphone portable, ils peuvent se former et continuer à se former et à s'auto-former pour être plus responsables sur la route. Pour revenir sur un angle un brin plus général, il y a des chiffres qui interpellent. En France, les candidats au permis ont un peu plus d'une chance sur deux de décrocher leur permis B, 57,2% pour être précis, selon le bilan des examens du permis de conduite, pour le permis de conduire 2017, que vient de publier la sécurité routière. Un peu plus d'une chance sur deux, c'est quand même pas beaucoup, non? Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas persuadé que ce taux de réussite doit être un vecteur clé. Un peu plus d'une chance sur deux, 57%, c'est déjà pas si mal, surtout quand on regarde les différentes zones. Si vous allez dans des zones qui sont plus rurales, le taux de réussite monte dessus énormément. Si vous allez en centre-ville ou en Ile-de-France, les taux de réussite sont beaucoup plus bas. Parce qu'il est beaucoup plus dur d'apprendre à conduire. Et il y a cet enjeu de place d'examen. En fait, le taux de réussite en soi n'est pas un sujet. Le sujet, c'est l'attente quand on a échoué. Et c'est plus la place d'examen. Mais il n'y aurait pas d'attente si on réussissait du premier coup. Oui, mais il y a cette espèce d'enjeu de sécurité routière qui fait qu'un élève qui ne réussit pas, les inspecteurs sont objectifs, c'est des fonctionnaires rémunérés par l'État pour s'assurer que les personnes qui réussissent le permis ne sont pas dangereuses et savent conduire. C'est pas tant le taux de réussite dont on fait un cheval de bataille, c'est la place d'examen. Parce que si les élèves qui échouaient pouvaient se représenter très rapidement, très facilement, pour le coup, il n'y aurait plus de difficultés. Aujourd'hui, le taux de réussite au code de la route a baissé au niveau national. Il doit être d'un peu moins de 65%. Plus personne n'en parle, parce que l'épreuve ayant été privatisée, les élèves trouvent des places
pour repasser leur code très rapidement. Et finalement, ça ne gêne presque plus personne. Ils terminent leur formation, ils se représentent. Ce qui crispe dans le taux de réussite aujourd'hui, c'est le fait qu'un élève qui échoue peut attendre jusqu'à 3, 4, 5 mois Et du avant coup, de pouvoir repasser, refaire des heures, penser plus. Exactement. ce qui renchérit le coût. Mais tout comme, par exemple, je suis persuadé que ce problème de place nuit aussi à la qualité de la formation, parce qu'un élève qui vient de finir sa formation Mais et qui attend 2 mois pour avoir sa place, pendant 2 mois, il n'a pas assez conduit, ça entraîne de l'échec. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a aujourd'hui une mission parlementaire et on attend vraiment leur réponse à la fin de l'année pour voir ce qu'ils vont proposer, tout en sachant que ce problème de place d'examen, c'est sûrement l'un des plus gros freins pour faire évoluer le monde de l'auto-école. Et c'est ce qui coûte le plus cher aux élèves, parce que attendre 3 à 4 mois, c'est reprendre des heures de conduite qui sont parfois inutiles. Donc si pour vous le problème vraiment c'est les places pour pouvoir repasser le permis de conduire, le code de la route aujourd'hui vous l'avez dit et c'est devenu très simple puisque tout se passe par internet, puis il y a des centres d'examen autour, c'est un peu passer le code en candidat libre si on veut. Mais du coup ça veut dire que vous pensez que le permis de conduire il est adéquat aujourd'hui en France, il n'est pas trop dur, il n'est pas trop simple, il est bien fait, l'examen. Oui, il ne faut pas oublier quand même qu'un permis de conduire, c'est quelque chose qu'on a normalement, si on se comporte correctement toute sa vie. On va quand même, dans les grandes villes, c'est ce que je disais, c'est ce que disait Stanislas, on a une dangerosité qui n'est plus la même qu'on conduit qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a énormément de voitures. C'est une responsabilité aussi d'avoir un véhicule et de se déplacer dans les rues. Il y a diverses catégories d'usagers, donc il faut tenir compte, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on fait avec notre automobile. Donc je pense qu'effectivement les inspecteurs au permis de conduire font bien leur travail. Il faut avoir un certain niveau d'exigence. Le principal problème pendant l'examen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement le fait d'attendre tant de temps pour récupérer une place, ça devient anxiogène pour l'élève. Donc un candidat qui va passer, qui va avoir le stress du permis, de l'examen, et le stress en plus d'une potentielle attente. Oui, de se dire que si tu le rates, ça va être l'enfer. Et voilà, exactement. Mais non, effectivement, pour être clair, je pense que le niveau exigé n'est pas exagéré. Monsieur Jourdan, sur ce thème-là, du permis de conduire, du fait qu'il soit adapté ou non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense aujourd'hui que le permis de conduire est adapté effectivement à la situation. En ville, par exemple, aujourd'hui, on a, par exemple à Paris, il y a énormément de circulation et le permis de conduire aujourd'hui me semble parfaitement adapté aux besoins des conducteurs. Mais du coup, il n'est pas tant adapté que ça par rapport justement aux élèves en ville et aux élèves à la campagne. Je veux dire, aujourd'hui, donc Paris, Lyon, Lille, Dijon, ou encore Bordeaux, ils sont en dessous de 50% de réussite. Et on dit aujourd'hui qu'il faut qu'ils aillent passer leurs examens dans une ville de taille modeste. Et puis ils auraient plutôt raison, puisque je vois que certaines communes de moins de 30 000 habitants, comme Challans, en Vendée, ou Mormant, qui est en Seine-et-Marne, ils affichent des taux de réussite supérieurs à 80%. Oui, mais alors... Ça veut dire qu'il faudrait en fait adapter aussi le permis à ceux qui le passent en ville et à ceux qui le passent à la campagne, parce qu'on ne peut pas noter pareil un élève qui doit, pour passer son permis de conduire, prendre le rond-point de l'Étoile ou le périphérique, que quelqu'un qui va rouler en ligne droite à la campagne. C'est pas exactement ça aussi. C'est parce que tout le monde néglige le fait que plus on sort des grandes villes, plus les élèves apprennent à conduire dans le cadre de la conduite accompagnée ou de la conduite supervisée. D'accord. Dont le taux de réussite est supérieur à 75%. Si vous regardez les centres d'examen où il y a des super taux de réussite, vous verrez que plus de la moitié des élèves ont présenté l'examen dans le cadre de la conduite accompagnée. À Paris, la conduite accompagnée, c'est moins de 2%. Ça rééquilibre complètement les statistiques. Ouais, donc il y a le centre d'examen, mais il y a aussi le fait qu'on ne fait pas assez de publicité autour de la conduite accompagnée. Qui n'est pas boudé, selon vous? Qui est boudé dans les grandes villes. Qui est vraiment boudé dans les grandes villes. À Nice, 2% des élèves. À Paris, 2% des élèves. À Bordeaux, à peine 3% des élèves. Alors que dans certaines zones, comme en Normandie, par exemple à Caen, on doit approcher les 50% d'élèves. Ça n'a rien à voir. Et donc ça n'a rien à voir sur les taux de réussite, y compris sur la qualité de la formation. Et on devrait faire pareil sur la formation qui s'appelle supervisée, qui est de la conduite accompagnée pour adultes, qui sont des super formations avec des super taux de réussite, mais dont on ne parle pas assez. Après, il y a aussi une mode de communication, c'est pour ça. Il y a des choses qui existent, la conduite accompagnée, la conduite supervisée, la conduite sur boîte automatique, qu'on peut réussir en seulement 13 heures au lieu de 20 heures, ce qui est un super permis. Mais tout ça, en fait, il faut
faut juste un peu plus en parler au lieu de se concentrer sur l'auto-école, ça ne fonctionne pas, l'auto-école, il y a des problèmes. Bien sûr. On est là pour ça. Exactement. Alors, le problème, c'est que malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, on n'a que 30 minutes et moi je suis comme vous, je suis d'accord avec vous, c'est un sujet passionnant, on pourrait continuer pendant encore 1 heure. Mais bon, allez, simple, on va quand même essayer d'aller simplement un petit peu plus loin. Pour terminer, je vais vous laisser à chacun un mot de la fin, vous exprimer sur ce sujet. Voilà, vous avez Radio Libre. Monsieur Jourdan. Eh bien, sur l'association des enfants de l'auto, nous avons démarré avec autoécole.net une formation à Paris, donc à Necker, avec 5 ou 6 élèves pour l'instant. Il y en aura une deuxième en début d'année. En 2019, nous irons dans différentes villes de France, c'est l'objectif. Et concernant l'association, la dernière action de l'année, ce sera le Père Noël de l'automobile, puisqu'on s'approche des fêtes de Noël, et nous allons compiler auprès de tous les acteurs du monde automobile, constructeurs, équipementiers, sociétés de services, des cadeaux, des objets des objets de communication qui n'ont pas été distribués dans l'année, et on va les compiler et les offrir à la fédération La Voix de l'Enfant. Monsieur Lurens, un mot de la fin. J'ai pas pris la peine de remercier Guy pour nous avoir proposé ce super projet. Parce que vraiment, pour le coup, quand il nous l'a proposé, ça nous tenait tellement à cœur de faire ça, puisqu'on a créé une école, on forme des tas de jeunes, et on n'a pas créé, on crée une entreprise effectivement pour qu'elle soit rentable, mais aussi pour véhiculer des valeurs. Et on a trouvé ça extrêmement sympathique qu'ils pensent à nous et qu'ils nous proposent ce projet. Monsieur Boutboul. Le mot de la fin, il a tout dit. Oui, c'est toujours compliqué. Eh bien, non, je dirais qu'effectivement, le monde de l'automobile est un monde qui est immense. Il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'avec Stanislas, d'un point de vue de la pédagogie, on a montré qu'il y avait encore beaucoup de possibilités grâce à l'e-learning, mais grâce aussi à la volonté de toujours aller plus loin. Donc, on ira plus loin. Et je pense que Guy montre aussi que, toujours avec le monde de l'automobile, on peut faire des choses extraordinaires et qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous durant cette émission. Merci à vous, Stanislas Lurens, président et cofondateur d'autoécole.net, à Olivier Boutboul, cofondateur et chargé de la pédagogie chez autoécole.net. Si vous nous écoutez, que vous voulez passer votre code ou votre permis de conduire, rendez-vous sur leur site internet, vous verrez, c'est très simple. Puis merci beaucoup à Guy Jourdan, président de Les Enfants de l'Auto. Renseignez-vous, soutenez les enfants de l'auto et leurs actions, c'est vraiment très important. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre, vous le savez, Facebook et sur Twitter. On se retrouve très prochainement, nous sommes jusqu'à la fin du Mondial Pavillon 2.2. Je vous le rappelle, ça termine demain, donc dépêchez-vous, à la prochaine.